Benatia, John Textor, Vincent Labrune, Nasser El Khelaifi, Pablo Longoria. Autant vous dire que les acteurs du football français ces dernières heures ont vraiment fait beaucoup parler. Énormément de réactions et bon, je m'attends à une vidéo assez compliquée au niveau des commentaires. J'espère et je souhaite vraiment qu'il y aura beaucoup de respect parce que je sais que quand on parle notamment de ces sujets-là, ça peut vraiment déchaîner les passions. J'ai vraiment une chance d'avoir une communauté que je considère être très bienveillante, respectueuse et tout. Donc je compte vraiment sur vous. On va en parler de manière totalement tranquille. Vous le savez que c'est pas du tout les sujets que je maîtrise le plus et voilà, vous n'êtes pas d'accord avec mes propos ou simplement vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas, mais effectivement, ça fait une grosse vidéo, on va revenir sur tout ça. J'ai envie de commencer tout d'abord par Benatia, ce sera le plus simple, comme ça on en parle assez rapidement. Bon, pour vous dire, oui, ça fait vraiment réagir, pour vous dire même, Fabrice Hawkins, ce journaliste parisien notamment, évoque une chose vraiment particulière. Vous avez même vu Pierre Boubi de la chaîne L'équipe, ex-joueur de football, formé à l'Olympique Lyonnais, qui est choqué par la différence de traitement entre Benatia et Olivier Létang, qui est le dirigeant évidemment du LOSC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes qui ont raté? On va en parler. Alors, je sais pas à quel point je peux vous montrer la vidéo, mais en fait, voilà, comme le dit Fabrice Hawkins, il résume bien, on n'est même plus dans des considérations sportives ou des problèmes d'interprétation de règles. Comment Mehdi Benatia peut-il prendre un rouge sans qu'Olivier Létang ne soit inquiété? Voilà, ça, c'est vraiment la question que beaucoup s'est posée. Alors, moi, j'ai découvert la vidéo comme ça, un peu comme tout le monde. Et ouais, les images sont quand même, a assez parlantes pour vous montrer la chose tranquillement. Voilà, ça c'est vraiment, l'image qui a fait parler, l'image qui a fait réagir. Cette image de Mehdi Benatia, vous le voyez ici en bas à droite de l'écran, qui est comme ça, au quatrième arbitre, hein, littéralement, et qui dit, «Dites bien à monsieur Turpin qu'il y avait pénalty sur Rowe. Dites-le lui quand même». Il a répété ceci 2 fois parce qu'effectivement, en fait, on était lors de l'égalisation, pardon, marseillaise contre le LOSC, OK. Luis Enrique a marqué à la dernière seconde et avant ça, quelques minutes avant, je sais plus trop quand, il semblerait qu'il y avait une faute sur Jonathan Rowe dans la surface qui aurait pu donner pénalty, mais la VAR n'est pas là en Coupe de France, du coup, il y a pas eu pénalty et encore une fois, ça, c'est interprétable, même si je considère qu'il y avait quand même pénalty au vu du tacle du joueur lillois, qui était plutôt un coup dans la jambe de Rowe. Bon bref, passons, voilà, ça c'est juste un truc et Benatia, indique: «Dites-lui, qu'il y avait bien pénalty». Bon, heu, en tout cas, cette action-là, ce fait de pointer le doigt, même si apparemment il pointait, on va dire, en direction du penalty, il pointait l'action de Jonathan Rowe, a conduit littéralement, et j'insiste là-dessus, littéralement 15 à 20 secondes plus tard, à l'exclusion de Benatia. Littéralement, voilà, je ne peux pas vous faire, plus clair comme explication. Pour vous dire, là, vous le voyez, tout en bas à droite de votre écran, il est vraiment en mode, moi rouge, voilà, c'est vraiment, un truc alors sur le moment, moi, je regardais le match, je vous avoue, j'ai pas vraiment compris. Bon, maintenant, on comprend pourquoi, la chose. Maintenant, voilà ce qui a fait énormément parler et ça, forcément, de manière assez, légitime, qu'importe le club que vous supportez, vous comprenez que c'est aussi de la logique, pure et simple. Bon, RMC donc a dévoilé les images d'Olivier Létang, venu s'adresser au quatrième arbitre après le but de Lucien Riquet et en lui tirant, le bras assez, de manière virulente et là, j'ai pas la vidéo, mais c'est vraiment pour le coup, c'est vrai et le président du LOSC n'a pas été sanctionné. Alors, j'avoue que c'est, quelque chose d'assez étrange. Alors déjà, c'est un président quand même, pour vous dire, même Roberto De Zerbi a quand même, voilà, dit, quelque chose comme: «En 30 ans de football, je n'ai jamais vu ça». Le fait qu'il y ait un président littéralement, sur le terrain, voilà, qui est en mode, «Bon, je fais ça», comme il le dit, sa place est en tribune et là, pour le coup, ben, je n'ai pas d'explication. Alors oui, normalement, c'est de la logique. Tu considères que, Benatia pointe le doigt, menace, il est virulent, tout ce que tu veux, machin. Bon, OK, tu le mets rouge. Dans ce cas-là, tu es dans la logique, c'est de la logique encore une fois, c'est pas pour prendre parti ni rien. Tu dois aussi mettre rouge à Olivier Létang. Bon, ça n'a pas été fait. Alors forcément, les réactions qui en sont découlées, de ceci: «Ouais, pourquoi Benatia?» Benatia s'est exprimé, hein, d'ailleurs à beIN Sport, il me semble, après le match, «Moi et cetera, j'ai remarqué, je peux pas parler et tout». Il y a commencé à émerger une idée, délit de sale gueule et cetera. Alors je vais être très honnête avec vous. Vous savez, les questions très sérieuses, très importantes, comme le racisme, les discriminations en général et même, voilà, on a pu même parler de dépression dans le football. Tout ça, c'est très compliqué. C'est pas à prendre à la légère. C'est voilà, comme quand on voit aujourd'hui un joueur de football qui fait des matchs nuls et on commence directement à dire: «Oui, il est en dépression, machin». Non, c'est pas forcément de la dépression, c'est un truc très sérieux, des gens en souffrent tous les jours et voilà. Donc je vais pas vous dire: «Oui, Benatia, il est victime de racisme pur et dur». Ce serait absolument lunaire de ma part de dire quelque chose comme ça. Maintenant, bon, ben, s'il y a ceci dans la considération, seul l'arbitre peut y répondre ou quoi. Maintenant, oui, moi, je vois ça d'un point de vue extérieur. Je suis pas du tout, vous savez, dans toutes ces choses-là. Moi, je vous avoue que ce qui m'intéresse dans le football, bah, c'est les matchs, c'est le terrain en tant que tel. Mais
Peut-être qu'il y a un acharnement sur Benatia, en tout cas, j'aimerais entendre l'explication de l'arbitre. Pourquoi L'étang n'a rien et pourquoi Benatia a? Là, je vous avoue, je suis perdu. Je ne comprends pas, si on suit la logique. Ou alors, bah, tu mets rouge pour personne, tu considères que Benatia s'exprime simplement et voilà, c'est tout. Je sais pas. Donc, je vais pas vous dire: «Oui, c'est du racisme, oui, délit de sale gueule». Maintenant, je peux comprendre les gens qui se posent la question. La question peut se poser, mais disons que, voilà, les propos de Benatia, il évoquait le fait qu'il se sentait un peu acculé, un petit peu, voilà, il peut plus rien faire limite. Ce sentiment-là, je peux le comprendre parce que, je vais pas dire il y a un acharnement ni rien, j'en sais rien, mais ces derniers temps, il y a quand même eu, quelques histoires vis-à-vis de Benatia et on a déjà vu, plein de, on va dire, d'égarements de dirigeants, machin ou quoi dans le foot français. Ou peut-être qu'il y avait pas d'autres sanctions. Ça aussi, c'est une, vérité. Bon voilà, il faut savoir que le président de l'Olympique de Marseille, vous le connaissez, hein, Pablo Longoria, s'est exprimé, donc il évoquait, dans Rotten sans flamme, c'est l'émission où John Textor a également parlé. Mehdi Benatia, victime d'un délit de sale gueule. Je peux avoir mon avis, mais je vous laisse débattre. Voilà, bon, clairement, il rentre pas dans ce jeu-là parce que on n'a pas de preuves ni rien, vous avez compris, l'idée. Mais je trouve, intéressant ce qu'il a pu dire, hein, voilà, dans ces mots-là. Il y a un narratif autour de Mehdi que je n'aime pas et que je tiens à condamner. Franchement, ça, c'est un sentiment, je pense que les Marseillais, dans un sens global, ont. Mais j'ai remarqué et j'ai lu un peu les réactions sur Twitter ou autre, c'est pas du tout, du tout, du tout que les Marseillais, qui ont ce sentiment-là. J'en parlais d'ailleurs avec un ami à moi, voilà, qui a un peu suivi l'affaire. Il y a un truc, ouais, tu sens, je sais pas si c'est d'acharnement, mais je vais pas dire, allez, ça tombe sur lui tout le temps, mais comme il dit, c'est pas la première fois. Donc bon, bah, écoutez, voilà, maintenant on va parler, du sujet, qui intéresse beaucoup, Nasser, machin et cetera, on va en parler tranquillement. Mais avant de parler de Nasser et de Textor, j'ai vraiment envie de revenir sur les mots de Longoria, parce que là, vraiment, je le rejoins parfaitement sur ça. Un énorme problème qu'il y a en France, notamment vis-à-vis des arbitres. Ici, il n'y a pas de dialogue. On ne se met pas dans la position de l'autre. C'est toujours une situation où l'arbitre exerce son autorité de manière véhémente, très autoritaire et ne cherche pas le dialogue. Je vous laisse lire, ce qu'il dit, par la suite. Et en fait, pour moi, c'est un des immenses problèmes, vraiment un problème majeur, majeur, majeur dans l'arbitrage de ce pays, c'est que la relation n'existe pas. Et je pense que vous le voyez, même vous qui êtes des supporters de football, même des consommateurs, peut-être que vous supportez aucun club et vous en fichez, vous remarquez quand même que la relation corps arbitral, joueur slash relation corps arbitral dirigeant, elle n'existe pas. Et même nous, les supporters, on ne voit pas les arbitres comme des hommes, comme des humains, mais simplement comme des machines, des robots qui, sont là pour appliquer les règles et qui peuvent être très, très virulents, comme, certains aiment bien dire un peu cow-boy. C'est un problème majeur, c'est un problème majeur et je vais même pas parler, vous savez, de questions d'arbitrage, liées ouais, les pénaltys, carton rouge ou quoi. Ça, c'est autre chose, on en reparlera si vous voulez à la fin, mais simplement le dialogue. C'est quand même une folie. C'est quand même une folie. Nous n'avons même pas la sonorisation dans le football, donc on sait même pas ce qui se dit, mais voilà, le fait que Longoria le dise et c'est pas du tout le seul qui l'a dit. Vous savez le nombre de personnes qui ont dit ça, même à l'époque, bah, au PSG, Zlatan, en machin en 30 ans de carrière, je sais pas quoi, en 15 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Il y a un problème vis-à-vis de ça. Je comprends pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il ajoute, Pablo Longoria après ça, que voilà, il n'est pas là pour se victimiser, ou quoi que ce soit. Ce qu'il demande, c'est plus de cohérence et en vérité, ça, c'est de la logique parce que si on applique des sanctions à des gens, on doit appliquer les mêmes sanctions à d'autres personnes et voilà, c'est un gros, gros micmac. Bon, lui, il est aussi dans son rôle, dans sa position. Je rappelle que c'est un dirigeant de l'OM. Il vient parler dans une interview, en plus à la radio, en direct, hein, littéralement, pour s'exprimer, pour défendre ses intérêts, pour défendre, Benatia et c'est de la logique et il a des arguments pour l'avoir. Donc voilà, c'est totalement, normal à 100. Bon, maintenant on va parler, j'ai vraiment pas envie que cette vidéo dure trop, trop longtemps. Si vous saviez, là je la tourne, il est 1 heure du mat. J'espère que vous comprendrez, que je peux être un peu fatigué. Bref, Pablo Longoria descend John Textor. Bon, il s'est aussi exprimé sur Textor, mais avant tout, je dois quand même vous montrer, bah, qu'est-ce qu'a dit Textor, hein, forcément. Bon, grosso modo, pour vous résumer, parce qu'il a parlé vraiment de beaucoup, beaucoup de choses. Là, on va surtout parler de ce qu'il a dit vis-à-vis de Nasser et tout. Un petit toutou, ce sont les mots, hein, voilà, quand même des mots, qui sont quand même chauds, hein, il faut le dire, de John Textor par rapport à Vincent Labrune, bah, qu'il considère totalement soumis à Nasser El Khelaifi et il évoque le fait que Lyon est interdit de recrutement par la DNCG, mais Lyon a quand même pu recruter Almada par Botafogo, qui est également, bah, un club qu'a, Textor. C'est pour ça que Longoria ici évoque les problèmes de la multipropriété. Pour lui, il y a un gros, gros vide juridique et c'est un autre sujet, on va vraiment pas le développer. C'est vrai que c'est très, très complexe. Il évoque le fait de protéger le système. Moi, dans l'absolu, les propos de Longoria,
Je suis relativement d'accord avec ce qu'il dit. En tout cas, vis-à-vis des propos de John Textor, vis-à-vis de Nasser El Khelaifi, on va être très, très clair et je vais être honnête avec vous, parce qu'on en a parlé, sur cette chaîne, plein, plein de fois. Même en live, on m'a déjà posé la question. Le gros problème de la Ligue 1 aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Franchement, si, je pose cette question comme ça à un ensemble de personnes, quel est le problème majeur de la Ligue 1? On peut pas trouver une réponse, unique. Maintenant, on peut avoir plusieurs réponses et parmi ça, il y aura beaucoup de gens qui vont te dire: «Le problème de la Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain». Mais c'est le Paris Saint-Germain pas en tant que club en tant que tel, mais en tant qu'entité, club-État, en tant que représentant qui est le Qatar, en tant que, voilà, Nasser El Khelaifi. Le problème de la Ligue 1, pour beaucoup, c'est Nasser, le Qatar. Parce que c'est un club qui est un club État et qui est trop puissant. Ça, c'est la réponse de beaucoup de gens. Et en vérité, les propos de Dextor, bon, je les ai écoutés, et cetera. Dans l'absolu, c'est aussi une vérité. Le gros problème pour moi, et c'est pour ça qu'on est un petit peu dans une lame à double tranchant, si vous voulez. Pour moi, le Qatar en Ligue 1, et même en France, c'est un couteau à double tranchant. C'est en même temps une source de revenus absolument conséquente, bien au-delà de la Ligue 1, littéralement pour l'État français, vis-à-vis de tous les prêts, même par rapport à l'immobilier, et cetera. Le nombre d'emplois qu'a créé le Qatar en France, c'est un délire. Enfin, il y en a énormément et même, l'argent que génère le Qatar pour la Ligue 1, cet argent-là qui est même utilisé par les autres clubs de Ligue 1, il vient de quelque part, vous comprenez? Donc en même temps, c'est quelque chose d'énorme, mais en même temps, c'est quelque chose de forcément très négatif. Déjà, bon, si on parle du football de manière, totalement claire et nette, bien évidemment, il n'y a pas un supporter parisien qui va vous dire le contraire. Oui, la présence du PSG, made in Qatar, si vous voulez, en Ligue 1, ça ruine la compétitivité du championnat. C'est vrai. Oui, voilà, c'est une vérité. Personne le décrit. Maintenant, oui, on aimerait aussi des résultats plus réguliers pour d'autres clubs. Disons que c'est pas la faute du PSG si Lyon est éliminé par une National 3 en Coupe de France. Vous avez compris l'idée. C'est pas la faute du PSG que les équipes en Europe soient faibles, etc. C'est différent. Vous avez compris. C'est pas la faute de Nasser que il y a des dirigeants et on le sait dans le football français bah, qui font un petit peu n'importe quoi et on a plein d'exemples comme ça pour beaucoup de clubs. Donc, pour moi, la nuance, un truc vraiment très important. Je vous montre, salut à toi, tu passes par là, même si je pense que tu vois pas du tout mes vidéos, mais bon, salut à toi, Talk My Football, vous le connaissez, je pense, mais Michael. Regardez un peu sa biographie. Amateur d'une chose qui se fait rare, la nuance. Voilà, c'est ça, la nuance, les amis. Je pense que dans le football, on est tellement dans le côté très virulent, vraiment très extrémisme, qu'on oublie simplement la nuance. On n'a aucun problème de dire: «Oui, le PSG», enfin le Qatar, on va parler du Qatar, est un problème en France, en Ligue 1, mais c'est également un truc bénéfique, mais c'est un truc à double sens. C'est vraiment un couteau à double tranchant. Là, on a parlé du côté négatif du Qatar au PSG vis-à-vis de la, concurrence. Ça tue la concurrence en Ligue 1. On peut évoquer, ben, voilà, ce qu'évoque Textor, le poids, la puissance du Qatar. Bien sûr que c'est problématique. Est-ce que c'est normal, je vous pose la question, est-ce que c'est normal que, Visit Qatar, je crois que c'est ça, Visit Qatar, un des sponsors du PSG, ben, les autres clubs de Ligue 1 doivent littéralement faire de la pub pour Visit Qatar? Je ne pense pas que l'OM aimerait faire de la pub pour Visit Qatar, sachant qu'il y a littéralement un dirigeant, du PSG qui est qatari, vous avez compris l'idée. Je ne pense pas que jouer le trophée des champions au Qatar, c'est un truc qui est cool d'un point de vue football quand tu sais que le PSG joue aussi. Donc évidemment, hein, bien sûr, il faut pas se mentir, il faut pas se voiler la face et croyez-le, je sais et pour en avoir parlé avec beaucoup de supporters parisiens à travers les années, même vraiment depuis très longtemps, beaucoup veulent un nouveau, investisseur. Ça, c'est une vérité. Il y a énormément vous savez que même à une époque, il y a quelques années, il y avait une tendance sur Twitter notamment, un hashtag qui était vraiment populaire, Qatar out. Donc voilà, c'est la réalité de la Ligue 1, c'est la réalité de notre championnat, hein, le championnat qu'on aimerait aimer encore plus et voilà, même pour vous dire les relations entre Pablo Longoria, bah, président dirigeant de l'Olympique de Marseille et Nasser El Khelaifi, littéralement du PSG, ben, les 2 s'entendent bien, hein. Ils s'entendent bien, ils ont une bonne collaboration, voilà, ils ont une relation qui est OK. Ils ont été, souvent, enfin souvent non, littéralement, ils sont mis d'accord vis-à-vis, des intérêts de la Ligue 1. Ils ont eux-mêmes, été OK pour, la nomination, de Vincent Labrune au poste de président de la LFP. C'est le monde du football, c'est le monde du même au-delà du football, du business en général, c'est comme ça,
vous connaissez les conflits d'intérêts, et cetera. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis pas du tout le plus calé ni rien. Vous savez qu'il y a des gens qui en parlent bien, bien mieux que moi. Moi, je vous donne simplement mon avis en tant qu'observateur. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais parler de la question d'arbitrage parce que ça, on en parle non-stop. Et vous savez, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Je suis créateur de contenu sur Internet, sur YouTube en l'occurrence. Vous regardez normalement cette vidéo sur YouTube, peut-être que vous l'écoutez en podcast. Bref, vous savez, en tant que youtubeur, on reçoit énormément de questions. Ça, c'est vraiment un délire dans ce domaine-là. Tu reçois des questions en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, évidemment, au début, quand tu as quelques commentaires, tu peux y répondre. Quand tu commences à en avoir 100, 1000, etc., bon, tu peux plus y répondre. Donc bon, le nombre, si vous saviez, le nombre de commentaires que j'ai reçus depuis que je suis youtubeur. Oui, Koro, tu as vu, mon club, il s'est fait voler ce week-end. Est-ce que tu as vu le match entre ce club et ce club? On s'est fait trop, trop voler. Et ça, je l'ai vu pour littéralement tout le monde. Rien que le week-end dernier, il y avait un match entre Toulouse et Strasbourg. Un Toulousain m'a dit, Koro, t'as vu comment on s'est fait trop, trop voler. La semaine d'avant, un Lensois, Koro, t'as vu, on s'est trop fait voler contre Toulouse. Et ça, tout le temps. Nice, Lens, Marseille, le LOSC, le Paris SG, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors pourquoi? Il y a cette question de se dire, en Ligue 1, de par la puissance qu'a Nasser, le PSG contrôle également les arbitres. Les arbitres sont littéralement payés ou voilà, corrompus, tout ce que vous voulez, pour, défavoriser les autres clubs, notamment l'OM, parce que l'OM est, le rival du PSG et du coup, il faut les mettre mal. Ça, c'est alors, je vais vraiment pas rentrer dans ce débat-là parce que moi, je ne suis pas du tout dans cette optique de corruption, d'arbitrage. Même quand le PSG a vécu des moments, calamiteux, notamment en Ligue des Champions vis-à-vis de l'arbitrage, où il y en a vraiment énormément. Bon voilà, pour moi, c'est pas de la corruption, c'est juste l'arbitrage qui est comme il est. Mais simplement, on est beaucoup, beaucoup plus virulent sur l'arbitrage quand ça concerne des clubs qui ont moins de puissance. Je vais vous prendre un exemple très, très bête. Demain, Le Havre vit, heu, 2 erreurs d'arbitrage. On va en parler tout le temps. Ah bah, Le Havre défavorisé, c'est comme ça, machin quoi. Par contre, quand demain le PSG va gagner 4-0 et va vivre peut-être 5 erreurs d'arbitrage dans le match, on n'en parlera pas. Parce que les erreurs d'arbitrage défavorisent, ben, surtout ceux qui sont plus faibles. Ou alors dans des situations tendues. On retient surtout ça. Et c'est ça qui est malheureux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans la plupart des matchs de football, la plupart des décisions arbitrales sont bonnes. Un arbitre, il a plein de décisions à prendre dans un match, mais parfois, même souvent, il fait des erreurs, comme n'importe quel humain, j'ai envie de vous dire, et on retient que ça. Je prends l'exemple de Clément Turpin, sur le match OM LOSC. Il y a pour moi un match de Turpin qui est très, très bon, même au niveau de la gestion et tout. Il y a rien RAS sincèrement, il est très, très bon son match. Il y a eu un pénalty non sifflé pour l'OM qui, je pense, après VAR, serait un pénalty. Eh bien, on retient que ça. C'est humain aussi, c'est une vérité. Et pour l'OM, j'ai vu les matchs de l'OM cette saison, il y a eu, beaucoup de fois où on pouvait se poser la question et cetera, c'est une vérité. Mais j'ai vu beaucoup de matchs de Lyon. Lyon cette saison, Lyon, qu'on considère aussi comme un club avantagé. Croyez-moi, j'ai vu énormément de matchs de Lyon où tu pouvais te poser la question concernant l'arbitrage. Même le match, ils sont éliminés en Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu. Pour moi, il y a un moment, il y aurait au moins un, voire 2 pénaltys pour Lyon. Le PSG, moi qui regarde tous les matchs du PSG, je suis sûr que là, vous qui m'écoutez, pour la plupart, vous ne regardez soit pas du tout de match du PSG, soit un dans l'année. Le PSG a très régulièrement un arbitrage un peu complexe. En Coupe de France contre Lens, un but de Hakimi a été refusé injustement. En Coupe de France contre Espali, il y a un minima un penalty qui doit être donné. Il y a eu un match, alors je sais plus, c'était un match de Ligue 1 très récemment, il y a moins d'un mois, où, il y a je crois un but refusé, non pas un but refusé, mais un autre penalty donné un peu injustement pour rien. C'est tout le temps la même chose. Donc en fait, honnêtement, je vous le dis de manière cash, est-ce que le PSG contre les arbitres de par l'absence de Nasser et a corrompu, toute la Ligue 1 vis-à-vis de ça? Non, non, je n'y crois absolument pas. Simplement que l'arbitrage en tant que tel, je considère une chose simple, quand tous les supporters de tous les clubs, littéralement, me disent, enfin me disent à n'importe qui: «Oui, j'ai été trop volé, mon club il a été volé, on s'est volé par l'arbitrage», littéralement tous les week-ends. Vous regardez cette vidéo, vous allez voir le week-end, vous allez voir plein de commentaires comme ça. Alors, pour moi, il y a une explication. Soit on ne comprend pas les règles d'arbitrage, et ça, on a essayé de vraiment le développer cette saison notamment. Est-ce que l'arbitrage, on le comprend au mieux? Il y a des lois, il y a des règles. Les arbitres, ils essaient de suivre les règles à la lettre. Parfois, nous, ça nous paraît un peu abstrait. Des pénaltys évidents pour les arbitres de par les règles ne le sont pas. Dans ce cas-là, le problème, est-ce vraiment l'arbitrage ou est-ce plutôt les règles de l'arbitrage? Tout ça, c'est des sujets compliqués. Voilà, ou alors soit les arbitres sont pourris et voilà, on n'en parle plus. Mais bon, bref, vous avez compris, sujet très complexe, mais je commente aussi le Real et le Barça. Le nombre de supporters madrilènes, on s'est fait voler. Le nombre de supporters du Barça, on s'est fait voler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Voilà, donc il faut, je pense, prendre aussi un peu de recul, regarder les choses qui se font bien. C'est évidemment frustrant d'avoir des erreurs d'arbitrage et encore une fois, ces erreurs-là peuvent ne pas être considérées, être des erreurs si on suit les règles d'arbitrage, mais c'est ainsi, c'est ainsi. Je pense qu'il faut changer la communication des arbitres, il faut avoir une sonorisation et être plus dans la pédagogie, plus dans voilà, moins dans le côté hargneux et voilà, prendre un peu plus, les temps d'expliquer les choses, tout simplement. Bien, c'était une très grosse vidéo. Je suis désolé si j'ai été peut-être un peu flou, un peu brouillon, je sais même plus, trop ce que j'ai dit. Ouais, comme je vous l'ai dit, il est assez tard. J'espère quand même que vous l'avez apprécié. Pensez au petit like qui m'aide énormément et voilà, j'espère qu'on aura un espace commentaire assez tranquille, assez soft, assez light. Là, on parle de choses, larges, hein, vous le savez et voilà, on va bientôt reparler de football. Un week-end foot assez merveilleux nous attend. On a la Ligue des champions qui reprend la semaine prochaine. On en reparlera très tranquillement et d'ici là, portez-vous bien. C'était Koro et la paix sur vous.